18 novembre 1942. Au-dessus du terrain d'aviation d'Henderson, Guadalcanal, les mains d'un pilote japonais anonyme de Zéro se resserrèrent sur son manche à balai alors qu'il regardait les étranges chasseurs américains à double poutre grimper depuis le terrain d'Henderson. À cette date, les pilotes du 339e Fighter Squadron devenaient les premiers pilotes du Lightning à attaquer des chasseurs japonais, marquant un moment historique qui briserait les présomptions japonaises sur la supériorité aérienne. Bimoteur, double, dérive, grimpant, comme rien que nous ayons vu, rapporta-t-il plus tard à son commandant d'escadron, Arabol, des mots qui révélaient les premières fissures dans 3 ans de domination aérienne japonaise. À travers son canopy, il venait de voir quelque chose qui contredisait tout ce que la doctrine de l'aviation navale japonaise avait enseigné les chasseurs américains. P-38 Lightning, ces étranges appareils à double poutre que les renseignements japonais avaient rejetés comme lourds et maladroits, avaient grimpé du niveau de la mer à l'altitude de combat plus vite que son Mitsubishi A6M-20 ne pouvait suivre. En Chine, aux Philippines, au-dessus de Pearl Harbor, le Zéro avait régné en maître. Aucun chasseur allié ne pouvait égaler son taux de montée ou sa maniabilité. Pourtant, ici, au-dessus de cette île trempée de sang, les pilotes américains, dans leurs chasseurs bimoteurs, dictaient les termes de la bataille depuis des altitudes que le Zéro peinait à atteindre. Les P-38 du 339e Fighter Squadron revendiquèrent 3 appareils japonais durant ce premier engagement, exécutant des attaques depuis des hauteurs qui rendaient inutile la légendaire capacité de virage du Zéro. Les mathématiques de la suprématie aérienne étaient réécrites non pas dans les manuels de combat tournoyants, mais dans la réalité crue de la performance en altitude supérieure, qui allait bientôt démolir toutes les présomptions que les pilotes japonais entretenaient sur leur invincibilité, leur avion et leur ennemi. La confiance du soleil levant. L'effondrement de la supériorité aérienne japonaise avait commencé bien avant ce jour de novembre, bien que personne dans la marine impériale japonaise ne l'aurait cru. Depuis le 7 décembre 1941, les aviateurs navals japonais avaient balayé le Pacifique avec une aura d'invincibilité. Le Mitsubishi A6M-20, avec son incroyable rayon d'action, son rayon de virage serré et ses pilotes entraînés, avait acquis une réputation redoutable. La vitesse maximale du Zéro de 332 000 par heure, 534 km par heure, à son altitude critique, semblait impressionnante et sa capacité à virer plus court que tout chasseur allié le rendait mortel dans les dogfights traditionnels. Parmi les pilotes d'élite se trouvait le maître de première classe Saburo Sakai, titulaire de multiples victoires, vétéran de la campagne de Chine, survivant d'innombrables engagements. En 1942, Sakai avait remporté 13 victoires dans la seule campagne de Bornéo avant d'être transféré à Lae, en Nouvelle-Guinée, où il allait marquer la majorité de ses 64 victoires revendiquées. Sa confiance, comme celle de ses camarades pilotes, était absolue. Le lieutenant Junichi Sasai, supérieur immédiat de Sakai, avait adressé la parole à ses pilotes avant les opérations de combat. Les chasseurs américains dans la zone de Guadalcanal sont connus pour provenir de porte-avions soutenant l'invasion. Ce sont probablement des chasseurs réguliers de la marine américaine, pas des avions de l'armée. Les pilotes japonais s'attendaient à affronter des F-4F Wildcat embarqués, des appareils qu'ils avaient déjà vaincus. Les premiers mois de 1942 semblaient confirmer la supériorité japonaise. Les pilotes japonais abattirent des Brewster Buffalo obsolètes au-dessus de Singapour, décimèrent des Curtiss P-40 Warhawk au-dessus de Java et balayèrent des Hawker Hurricane britanniques au-dessus de la Birmanie. Le Zéro avait une domination initiale presque complète dans le théâtre du Pacifique. Même face à des chasseurs alliés plus récents, les pilotes japonais maintenaient leur avantage psychologique grâce à un entraînement supérieur et des tactiques affinées au cours d'années de combat en Chine. Mais les rapports de renseignement remontant aux escadrons japonais mi-1942 parlaient d'un nouveau chasseur américain, quelque chose de différent, 2 moteurs, 2 dérives, un armement lourd concentré dans le nez. Les rapports furent rejetés par la plupart des commandants d'escadron. Comment un chasseur bimoteur pourrait-il menacer le Zéro agile ?
La doctrine navale japonaise, construite sur le concept de la bataille décisive et de la compétence de combat individuelle, n'avait aucun cadre pour comprendre ce qui arrivait. L'émergence du Lightning, le P-38 Lightning, fut le seul véritable chasseur de jour bimoteur réussi de la guerre. Le résultat de la réponse de Lockheed à une spécification de février 1937 de l'US Army Air Corps pour un intercepteur à long rayon d'action. Le concepteur Clarence Kelly Johnson et son équipe avaient créé quelque chose d'inédit. Un chasseur pouvant dépasser 400 000 par heure, 644 km par heure, grimper à 40 000 pieds, 12 200 mètres et transporter assez de carburant pour des missions dépassant 1000 miles, 1600 km. Les deux moteurs Allison Fit 1710 du P-38, produisant chacun 1150 chevaux avec turbo-surcompresseur, lui donnaient des caractéristiques de performance qui semblaient impossibles aux ingénieurs japonais. Là où le Zero avait été conçu pour une maniabilité maximale avec un poids minimum, manquant même de protection blindée et de réservoirs auto-obturants sur les premiers modèles, le Lightning représentait une philosophie entièrement différente. Vitesse, altitude, puissance de feu et survivabilité. Les premiers P-38 arrivèrent dans le théâtre du Pacifique non pas avec fanfare, mais avec des problèmes mécaniques. Lorsque les premiers P-38 arrivèrent en Australie, on découvrit qu'ils avaient certains problèmes de conception et leur début au combat fut retardé. Mais fin 1942, ces problèmes étaient résolus et des pilotes expérimentés des escadrons de P-40 transitionnaient vers le nouveau chasseur. Le 49e Fighter Group était encore équipé de P-40, mais allait bientôt transitionner vers le Lightning. Ces pilotes apportaient avec eux une expérience durement acquise contre les chasseurs japonais. Ils avaient appris, souvent par un essai et une erreur fatale, à ne jamais engager un Zero dans un combat tournoyant. Le P-38 allait leur donner l'outil pour combattre selon leurs propres termes. Premier sang au-dessus des Salomon. Le 18 novembre 1942 marqua le premier engagement majeur du Lightning avec des chasseurs japonais lorsque les pilotes du 339e Fighter Squadron, volant depuis Henderson Field sur Guadalcanal, engagèrent des appareils japonais tout en escortant des bombardiers Boeing B-17 Flying Fortress. Les résultats stupéfièrent les deux camps. Les pilotes japonais volant en escorte pour leurs bombardiers repérèrent d'abord les étranges silhouettes à double poutre grimpant depuis le sud. Leur réaction initiale fut la confusion. Étaient-ce des bombardiers, des avions de reconnaissance? Le taux de montée ne suggérait ni l'un ni l'autre. Au moment où ils les reconnurent comme des chasseurs, les P-38 avaient déjà acquis un avantage d'altitude de 5000 pieds, 1500 mètres. Les P-38 patrouilleraient au-dessus de l'altitude à laquelle le Zero pouvait opérer efficacement. Leur grande vitesse à haute altitude leur permettait de manœuvrer dans les positions les plus avantageuses. Puis, les gros chasseurs piquaient du ciel pour frapper les malheureux chasseurs Zero. Les mathématiques étaient crues. Alors que la maniabilité du Zero à basse vitesse était légendaire, sa maniabilité à haute vitesse était en fait inférieure à celle du P-38 en altitude. Au-dessus de 250 miles par heure, 400 km par heure, les commandes du Zero devenaient de plus en plus lourdes. Au-dessus de 300 miles par heure, 48 km par heure, l'appareil devenait difficile à manœuvrer. Le P-38, avec ses commandes hydrauliquement assistées sur les modèles ultérieurs, conservait son efficacité même dans les piquets à haute vitesse approchant 500 800 km par heure. Le gouffre technologique. Le choc pour les pilotes japonais allait au-delà des simples chiffres de performance. Le P-38 représentait une approche fondamentalement différente de la guerre aérienne, que la culture militaire japonaise n'avait pas anticipée. L'armement du Lightning, des mitrailleuses de .50 calibre, 12,7 mm, et un canon de 20 mm concentré dans le nez, délivrait une puissance de feu dévastatrice dans un flux concentré qui ne nécessitait pas les calculs complexes de convergence des armes montées sur les ailes. Les moteurs turbocompressés étaient tout aussi révolutionnaires pour la compréhension japonaise.
Les turbo-surcompresseurs du P-38 en firent l'un des premiers chasseurs alliés capables de bien performer à haute altitude, tout en étouffant l'échappement, rendant l'opération du P-38 relativement silencieuse. Les pilotes japonais n'entendaient souvent pas les P-38 approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le moteur Nakajima Sakae du Zero, produisant 950 chevaux au niveau de la mer, perdait dramatiquement de la puissance avec l'altitude. À 20 000 pieds, 6 100 mètres, il produisait à peine 750 chevaux. Les Allison turbocompressés du P-38 maintenaient leur puissance à des altitudes bien plus élevées, leur donnant un avantage écrasant dans la dimension verticale du combat aérien. La psychologie de l'infériorité technologique. Début 1943, l'impact psychologique sur les pilotes japonais devenait évident dans les rapports d'escadron et les lettres personnelles. La mythologie de l'invincibilité du Zero, soigneusement cultivée depuis les débuts de l'appareil en Chine, s'effritait. Les pilotes japonais parlaient d'une tension constante, sachant qu'un P-38 pouvait frapper de n'importe où. Le commandant Tadashi Nakajima rencontra ce qui allait devenir une manœuvre célèbre de double équipe de la part de l'ennemi. 2 Wildcats sautèrent sur l'avion du commandant. Il n'eut aucun problème à se mettre dans la queue d'un chasseur ennemi, mais n'eut jamais la chance de tirer avant que le coéquipier du Grumman ne fonde sur lui sur le côté. Nakajima était furieux quand il revint à Rabaul. Il avait été forcé de piquer et de fuir pour sa sécurité. Cette expérience contre des Wildcats n'était rien comparé à ce que le P-38 allait apporter. Saburo Sakai lui-même admit plus tard, il n'était plus possible pour les chasseurs Zero d'engager avec succès les P-38, sauf dans les conditions les plus inhabituelles qui malheureusement se présentaient rarement. Cette admission du plus célèbre as du Japon avait un poids dévastateur parmi la communauté des pilotes. La réalité tactique était pire que ce que les statistiques de combat individuels suggéraient. Le rayon d'action du P-38 signifiait qu'il pouvait apparaître n'importe où à travers le vaste théâtre du Pacifique. Avec un rayon d'action de 1600 miles, 2575 km, grâce au réservoir largable, le Lightning pouvait escorter des bombardiers profondément en territoire japonais ou conduire des balayages de chasseurs loin des bases américaines. Les pilotes japonais ne pouvaient plus compter sur la supériorité numérique au-dessus de leur propre territoire. La mission Yamamoto, la démonstration ultime. Rien ne démontra la supériorité du P-38 plus dramatiquement que l'opération Vengeance le 18 avril 1943, lorsque 16 P-38 volèrent sur une mission d'interception de 435 miles 700 km pour abattre l'amiral Isoroku Yamamoto. La mission nécessita une navigation précise au-dessus de l'eau, un rayon d'action extrême et la capacité d'engager avec succès à la fois des bombardiers et des escortes de chasseurs. Le major John Mitchell mena la mission avec les appareils volant à 50 pieds, 15 mètres, au-dessus de l'océan pour éviter la détection radar, puis grimpant rapidement à l'altitude d'interception. L'impact psychologique sur l'aviation navale japonaise fut dévastateur. Leur leader le plus révéré, voyageant avec 6 escortes Zero, avait été traqué et tué par des chasseurs américains opérant à la limite extrême de leur rayon d'action. Le pilote de Zero Kenji Yanagiya, qui faisait partie de l'escorte de chasse de Yamamoto, fut témoin de l'attaque. Son témoignage révéla le choc des pilotes japonais face aux capacités du P-38. Les pilotes de Lightning étaient apparus de nulle part, avaient exécuté leur attaque avec précision et s'étaient échappés avant que les escortes Zero ne puissent répondre efficacement. Les pilotes américains avaient décalculé l'interception à la minute près, arrivant exactement quand le vol de Yamamoto était le plus vulnérable, descendant pour l'atterrissage. Ce niveau de planification opérationnelle, combiné à la performance du P-38, représentait des capacités que le Japon ne pouvait tout simplement pas égaler. Évolution tactique et adaptation. Alors que 1943 progressait, les pilotes américains affinèrent leur tactique pour maximiser les avantages du P-38. L'attaque boom and zoom, piquée depuis l'altitude, tirée puis remontée avant que l'ennemi ne puisse réagir, devint une procédure standard. Les pilotes japonais se retrouvèrent impuissants contre ces tactiques. La première rencontre air-air entre les Japonais et le P-38 se solda par 15 Japonais abattus pour un seul P-38.
Ces victoires disproportionnées devinrent de plus en plus communes à mesure que les pilotes américains gagnaient en expérience avec leurs nouvelles montures. Les Japonais tentèrent diverses contre-mesures. Ils essayèrent d'utiliser des freins de piquet pour forcer les attaques à dépasser. Ils tentèrent d'attirer les P-38 dans des combats tournoyants à basse altitude. Ils développèrent même de nouvelles formations lâches pour mieux repérer les attaques entrantes. Rien ne fonctionna de manière constante. L'écart de performance était tout simplement trop grand. La réalité industrielle derrière la performance. La supériorité du P-38 reflétait une vérité plus profonde sur la capacité industrielle américaine que les pilotes japonais commençaient seulement à saisir. À la fin de la guerre, plus de 10 000 P-38 seraient manufacturés avec 18 modèles distincts représentant une amélioration continue. Chaque nouvelle variante adressait les faiblesses et renforçait les points forts basés sur l'expérience du combat. Le modèle P-38J, arrivant fin 1943, incorporait des ailerons hydrauliquement assistés pour améliorer le taux de roulis, régler les problèmes de chauffage du cockpit qui avaient affecté les modèles précédents en Europe et présentait des turbosurcompresseurs améliorés pour une performance en altitude encore meilleure. Le développement d'avions japonais, pendant ce temps, luttait pour produire des améliorations incrémentielles à la conception du zéro. Le capitaine Minoru Genda, le génie tactique derrière l'attaque de Pearl Harbor, admis en privé à des collègues mi-1943, « Nous ne faisons pas face seulement à un chasseur supérieur. Nous faisons face à un système d'amélioration continue que nous ne pouvons égaler. Chaque nouveau chasseur américain que nous rencontrons est meilleur que le précédent. » La divergence de l'expérience des pilotes. L'écart technologique fut amplifié par une qualité divergente des pilotes. Mi-1943, le Japon perdait ses pilotes expérimentés plus vite qu'il ne pouvait les remplacer. Les sombres réalités du Japon, incapables de remplacer adéquatement les pertes de guerre en matériel et en compétences, devenaient apparentes. Les programmes d'entraînement furent raccourcis de 2 ans à moins de 6 mois. Les nouveaux pilotes arrivaient dans les unités de combat avec moins de 200 heures de vol. Les pilotes américains, inversement, arrivaient avec 400 à 600 heures d'entraînement. Ils avaient pratiqué les tactiques de combat dans des unités d'entraînement avancées, étudié les images des caméras de tir de combat réels et s'étaient entraînés sur de multiples types d'appareils. Quand ils transitionnaient vers les P-38, ils recevaient un entraînement spécialisé dans les opérations bimoteurs et les tactiques de combat en haute altitude. Complexité mécanique et fiabilité. La configuration bimoteur du P-38 fournissait un autre avantage que les pilotes japonais n'avaient pas pleinement apprécié, la survivabilité. Avec 2 moteurs, même les Lightning gravement endommagés pouvaient rentrer au bercail tant bien que mal sur une seule hélice. L'impact psychologique de cette fiabilité était profond. Les pilotes japonais volant sur des avions monomoteurs au-dessus de vastes étendues océaniques faisaient face à la mort si leur moteur lâchait. Le rayon d'action extrême du zéro venait au prix d'un blindage minimal et de l'absence de réservoir auto-obturant sur les premiers modèles. Une seule balle au mauvais endroit signifiait une mort ardente ou une longue nage dans des eaux infestées de requins. La guerre du renseignement. Fin 1943, les renseignements japonais avertirent les pilotes d'éviter les duels avec le Lightning, notant sa vitesse de piqué terrifiante, sa précision et sa capacité à apparaître de manière inattendue. Ces rapports de renseignement circulant parmi les escadrons japonais révélaient une compréhension grandissante de leurs désavantages. Un document japonais capturé datant de décembre 1943 déclarait « Le chasseur de type P-38 doit être considéré comme l'avion américain le plus dangereux dans le Pacifique. Sa vitesse et son taux de montée dépassent tout ce que nous pouvons atteindre. L'engagement devrait être évité à moins de posséder une supériorité numérique écrasante et une position avantageuse. » Cette admission que les pilotes japonais devraient éviter le combat avec les chasseurs américains représentait un renversement complet de l'éthique guerrière qui avait défini l'aviation navale japonaise. L'impact psychologique fut dévastateur. Les pilotes qui avaient été entraînés à chercher le combat à chaque occasion se voyaient maintenant dire de fuir l'ennemi. Les As racontent l'histoire. L'émergence d'As américains du P-38 fournit une preuve flagrante de la supériorité du chasseur. Le major Richard Dick Bong devint l'as américain
au plus haut score avec 40 victoires, toutes marquées sur P-38. Le major Thomas B. Maguire a atteint 38 victoires avant d'être tué en janvier 1945. Ces scores, accomplis en moins de 2 ans de combat, dépassaient ce que la plupart des as japonais avaient accompli en 3 ou 4 ans de guerre. Plus de 1800 appareils japonais tomberaient sous les coups des P-38 dans le théâtre du Pacifique. Ce décompte représentait non seulement des avions détruits, mais des pilotes expérimentés, perdus. Des pilotes que le Japon ne pourrait jamais remplacer. Chaque victoire diminuait la puissance aérienne japonaise de manière exponentielle, alors que les programmes d'entraînement luttaient pour produire des remplaçants, même simplement compétents. Poursuite de l'innovation technique. Alors que 1944 progressait, le P-38 continua d'évoluer, tandis que le développement d'avions japonais stagnait. Le modèle P-38L présentait des moteurs suralimentés, produisant encore plus de puissance en altitude, des systèmes de refroidissement améliorés et des lance-roquettes pour les missions d'attaque au sol. Ces appareils pouvaient emporter des charges de bombes substantielles en plus de leur armement standard. Les pilotes japonais, regardant les P-38 transitionner des missions de supériorité aérienne à des attaques au sol dévastatrices, réalisèrent qu'ils faisaient face non pas seulement à un chasseur supérieur, mais à un système d'armes d'une versatilité sans précédent. Le choc culturel. Au-delà de la supériorité technologique, les pilotes japonais luttaient pour comprendre l'approche américaine du combat aérien. Les Japonais avaient élevé le combat aérien au rang d'une forme d'art, mettant l'accent sur la compétence individuelle et l'esprit guerrier. Les Américains le traitaient comme un problème d'ingénierie à résoudre avec une technologie et des tactiques supérieures. Le commandant Masatake Okumiya, un officier d'état-major qui analysait les rapports de combat, écrivit « Après la guerre, nous ne pouvions accepter que le seul esprit combatif était insuffisant. Chaque rapport sur la supériorité du P-38 était accueilli par des demandes pour un plus grand dévouement, un esprit plus agressif. Nous avons confondu le courage avec la capacité. Cette cécité culturelle empêcha une adaptation efficace. Alors que les pilotes américains affinaient continuellement les tactiques basées sur l'expérience du combat, l'entraînement japonais continuait à mettre l'accent sur la compétence acrobatique et la prouesse de combat individuel, des compétences inutiles contre un ennemi qui refusait d'engager le combat sur ses termes. La révolution du radar. Mi-1944, certains P-38 étaient équipés de radars aéroportés primitifs pour les opérations de chasse de nuit. Cette technologie était complètement au-delà de la capacité japonaise à l'égaler ou à la contrer. La nuit avait précédemment été un sanctuaire pour les opérations japonaises. Maintenant, même l'obscurité n'offrait aucune protection, le tir aux dindes des Mariannes. Bien que le P-38 ne participât pas directement à la bataille de la mer des Philippines en juin 1944, son impact se fit sentir dans la qualité des pilotes japonais qui firent face au L-4 de l'US Navy. Des années d'attrition contre les P-38 et autres chasseurs américains avaient éliminé les pilotes expérimentés du Japon. Le tir aux dindes des Mariannes, où les pilotes américains abattirent plus de 300 appareils japonais pour des pertes minimales, fut l'aboutissement d'un processus que le P-38 avait accéléré. Le vice-amiral Jizaburo Ozawa, commandant les forces de porte-avions japonaises, admit plus tard « Nos pilotes n'étaient pas prêts ». Ils n'avaient ni l'expérience, ni les avions pour égaler les Américains. La guerre dans les airs avait été perdue bien avant ce jour. Désespoir et innovation. Alors que 1944 cédait la place à 1945, les tentatives japonaises pour contrer le P-38 devinrent de plus en plus désespérées. Ils expérimentèrent des attaques par éperonnage, reconnaissant que le combat conventionnel était sans espoir. Ils développèrent des obus antiaériens au phosphore, spécifiquement pour cibler les réservoirs de carburant du P-38. Ils tentèrent même de développer leur propre chasseur bimoteur, bien qu'aucun n'atteignît un statut opérationnel en nombre significatif. Le Kawasaki Ki-102, la tentative japonaise pour un chasseur bimoteur comparable au P-38, démontra l'écart technologique. Alors que le P-38 était opérationnel depuis 1941, le Ki-102 n'entra en service qu'en 1945, et seulement 238 furent construits.
Il était plus lent que le P-38, montait mal et souffrait de problèmes de moteur chroniques. La fin de la supériorité aérienne. Début 1945, les pilotes japonais ne parlaient plus de supériorité aérienne ou même de parité. Ils parlaient de survie. Le P-38, avec d'autres chasseurs américains, avait établi une domination complète sur l'espace aérien japonais. Saburo Sakai, lui-même, déclarerait plus tard que le P-38 détruisit le moral du pilote de chasse zéro. Les chiffres racontent l'histoire. Les statistiques des opérations du P-38 dans le Pacifique racontent une histoire de supériorité écrasante. Plus de 1800 appareils japonais détruits par des P-38. Major Richard Bong, 40 victoires, toutes sur P-38. Major Thomas Maguire, 38 victoires sur P-38. Les pilotes de P-38 revendiquèrent plus d'appareils japonais que tout autre chasseur de l'Army Air Force. Face à ces réalisations, les taux de perte japonais racontaient une histoire plus sombre. À la fin de la guerre, le Japon avait perdu plus de 90% de ses pilotes expérimentés qui avaient commencé la guerre. Le pilote japonais moyen en 1945 avait moins de 100 heures de vol. Ils n'étaient pas des guerriers, mais des agneaux sacrificiels envoyés contre un ennemi qu'ils n'avaient aucun espoir de vaincre. Révélation d'après-guerre. Après la reddition du Japon, les forces d'occupation américaines menèrent des interviews approfondies avec les pilotes et commandants japonais survivants. Ces interviews révélèrent l'étendue complète de l'impact psychologique que le P-38 avait infligé. Le commandant Masatake Okumiya admit « Le P-38 brisa notre confiance complètement. Nous avions cru en notre supériorité, en nos avions, en notre entraînement. Le Lightning nous a montré que nous avions tort sur tout. » Il n'était pas seulement plus rapide ou mieux armé. Il représentait une façon de faire la guerre que nous ne pouvions égaler. Un pilote japonais interviewé déclara « Lors de ma première confrontation avec le P-38, je fus stupéfait de trouver un avion américain qui pouvait distancer, surpasser en montée et en piquer le zéro, que nous pensions être le chasseur le plus supérieur au monde. » L'analyse technique d'après-guerre révéla l'étendue complète de l'écart de performance. Mitsubishi A6M20, vitesse maximale 332 000 par heure, 534 km par heure à l'altitude critique. Plafond opérationnel, 33 000 pieds, 10 000 mètres, peinant au-dessus de 25 000 pieds, 7 600 mètres. Taux de montée, 300 pieds par minute, 940 mètres par minute, diminuant rapidement avec l'altitude. Rayon d'action, 1930 miles, 3100 km, exceptionnel pour son époque. Armement, 2 mitrailleuses, 7,7 mm, 2 canons de 20 mm, munitions limitées. Blindage, aucun sur les premiers modèles. Réservoir auto-obturant, aucun sur les premiers modèles. Lockheed P-38, L Lightning, vitesse maximale, plus de 400 000 par heure, 644 km par heure. Plafond opérationnel, 44 000 pieds, 13 400 mètres. Taux de montée, 4 750 pieds par minute, 1 450 mètres par minute au niveau de la mer. Rayon d'action, 1600 miles, 2575 km, avec réservoir largable. Armement, 4 mitrailleuses de 50 calibres, 12,7 mm, un canon de 20 mm. Blindage, protection étendue du pilote, réservoirs auto-obturants, standard. Les chiffres révélaient un déséquilibre complet. Le zéro avait été conçu pour une guerre différente, une où la compétence de combat individuelle et la maniabilité déterminaient la victoire. Le P-38 représentait la guerre de l'âge industriel où la technologie, la capacité de production et l'amélioration systématique déterminaient les issues. Le contexte industriel, la supériorité du P-38 reflétait la puissance industrielle américaine qui éclipsait la capacité japonaise. Lockheed produisit plus de 10 000 P-38 pendant la guerre. Le Japon produisit approximativement 10 000 zéros au total, mais sur une plus longue période et avec une qualité déclinante à mesure que la guerre progressait. Les méthodes de production américaines, utilisant des techniques de ligne d'assemblage perfectionnées dans la manufacture automobile, pouvaient produire des P-38 plus vite que le Japon ne pouvait former des pilotes.
Chaque P-38 incorporait des milliers de composants spécialisés, manufacturés selon des tolérances précises, un témoignage de la coordination industrielle américaine que le Japon ne pouvait répliquer. Les moteurs Allison propulsant le P-38 étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie, incorporant une technologie de suralimentation, une manufacture de précision et une métallurgie au-delà des capacités japonaises. Alors que les moteurs japonais nécessitaient un ajustement et une mise au point manuelle extensif, les moteurs américains étaient essentiellement interchangeables, simplifiant la maintenance et améliorant la fiabilité. La disparité de l'entraînement. En 1944, l'écart dans la formation des pilotes était devenu un gouffre. Pilotes américains de P-38 recevaient une formation spécialisée sur bimoteur, incluant 100 heures et plus sur des avions d'entraînement bimoteurs avant de toucher un P-38. Des procédures pour moteur arrêté et gestion de la poussée asymétrique, la physiologie en haute altitude et la gestion des systèmes d'oxygène, l'entraînement au tir utilisant des caméras gun et des cibles remorquées, les tactiques de formation et les procédures de soutien mutuel, l'entraînement à l'évasion et à la survie, une connaissance complète des systèmes de l'avion. La formation japonaise en 1944 consistait en une instruction de vol basique, 50 à 100 heures. Un entraînement minimal aux tactiques de combat. Une pratique de tir limitée. Les munitions étaient rares. Aucune formation spécialisée en haute altitude. L'accent mis sur l'esprit plutôt que sur la doctrine tactique. La préparation pour les missions d'attaque spéciales kamikaze. Le résultat était prévisible. Les pilotes américains arrivaient sur le théâtre en professionnels qualifiés. Les pilotes japonais arrivaient en sacrifices à peine compétents. L'évolution tactique. Le P-38 force des changements fondamentaux dans les tactiques de combat aérien. Le dogfight tournoyant traditionnel qui avait dominé le combat aérien depuis la Première Guerre mondiale devint obsolète. Bien que le P-38 ne pouvait pas virer plus court que la 6M20 en volant en dessous de 200 milles nautiques, 320 km par heure, sa vitesse supérieure couplée à un bon taux de montée signifiait qu'il pouvait utiliser efficacement les tactiques énergétiques. Les pilotes américains développèrent la passe latérale haute, approchant par-dessus et par derrière, piquant à travers la formation ennemie les canons crépitants, puis remontant à l'altitude avant que l'ennemi ne puisse réagir. Cette tactique, impossible sans les avantages de performance du P-38, rendait inutiles les formations défensives japonaises. Les Japonais tentèrent de s'adapter en stationnant des chasseurs à multiples altitudes, mais cela dispersait leurs forces et rendait la coordination impossible. Ils essayèrent d'utiliser les nuages pour se dissimuler, mais la vitesse du P-38 lui permettait de couvrir de vastes zones rapidement, trouvant les appareils japonais où qu'ils essayent de se cacher. La composante de guerre psychologique. L'apparence distinctive du P-38 devint une arme psychologique. Sa conception à double poutre semblait alien aux pilotes japonais, qui l'avaient initialement rejetée comme lourde et maladroite. Cette silhouette unique, cependant, devint un symbole de la supériorité technologique américaine, qui frappa la peur dans les pilotes japonais bien avant que le combat ne s'engage. Les équipes au sol rapportaient que la simple rumeur de la présence de P-38 dans la zone faisait que les pilotes japonais retardaient les missions ou demandaient des escortes supplémentaires. Le surnom de l'appareil parmi les pilotes japonais, 2 avions, un pilote, reflétait à la fois la confusion sur sa conception et le respect pour ses capacités. L'impact stratégique. La supériorité du P-38 eut des implications stratégiques au-delà du combat aérien tactique. La planification militaire japonaise avait présumé qu'une parité aérienne approximative permettrait à leur esprit guerrier supérieur de prévaloir. Le P-38 démontra que la technologie pouvait créer un avantage si écrasant que l'esprit devenait irrelevant. Cette réalisation influença les décisions stratégiques japonaises, incluant l'accélération des tactiques kamikazes alors que le combat aérien conventionnel devenait sans espoir, le retrait des pilotes expérimentés restants pour la défense des îles de la patrie, l'abandon des opérations aériennes offensives mi-1944, la diversion des ressources vers des projets désespérés d'armes miracles, la reconnaissance que la guerre était ingagnable par des moyens conventionnels. L'amiral Soemu Toyoda
commandant en chef de la flotte combinée, reconnu en privé en octobre 1944, nous n'avons plus une force aérienne capable d'opérations conventionnelles. Les chasseurs américains, spécialement le P-38, ont éliminé notre capacité à contester les cieux. La victoire de la maintenance et de la logistique. La complexité bimoteur du P-38 inquiéta initialement les planificateurs américains, mais elle démontra un autre avantage américain, des capacités de maintenance et de logistique sophistiquées. Les escadrons de P-38 maintenaient des taux opérationnels dépassant 80%, même dans les conditions primitives du Pacifique. Les unités japonaises volant sur des chasseurs monomoteurs plus simples luttaient pour maintenir 50% de disponibilité en 1944. Les équipes de maintenance américaines, beaucoup recrutées dans l'aviation civile et les industries automobiles, apportaient des approches systématiques à la maintenance aéronautique. Elles développaient des outils spécialisés, des procédures standardisées et des calendriers de maintenance préventive. La maintenance japonaise restait largement traditionnelle, reposant sur la compétence individuelle plutôt que sur des procédures systématiques. L'écart technologique en navigation. Les P-38 équipés d'équipements de radiogoniométrie pouvaient naviguer avec précision sur les vastes distances du Pacifique. Ils pouvaient se diriger vers des radiobalises, trouver leur base par mauvais temps et conduire des attaques précises à l'heure prévue. Les pilotes japonais comptaient encore principalement sur l'estime et la navigation visuelle, limitant leur flexibilité opérationnelle. Cet avantage en navigation devint critique pendant les missions à long rayon d'action. La mission d'interception de Yamamoto nécessita une navigation précise sur 435 miles, 700 km, de haute mer, arrivant au point exact à l'heure exacte. Les pilotes japonais n'auraient pas pu exécuter une telle mission avec leur technologie disponible. L'impact sur l'aviation navale japonaise. La marine impériale japonaise avait bâti toute sa doctrine stratégique autour de l'aviation navale. La domination du P-38 brisa cette fondation. Les groupes aériens embarqués reconstruits après les pertes de Midway furent décimés par les P-38 et autres chasseurs américains pendant les campagnes des îles en 1944. Les porte-avions japonais naviguaient avec des groupes aériens à moitié constitués de pilotes mal entraînés. Le vice-amiral Jisaburo Ozawa, commandant la première flotte mobile, rapporta avant la bataille de la mer des Philippines. « Nos pilotes ne sont pas prêts pour le combat contre les chasseurs américains. Ils peuvent à peine atterrir sur les porte-avions, encore moins combattre les P-38 et les Hellcats. Nous les envoyons à une mort certaine. » La transformation culturelle. La rencontre avec le P-38 força une transformation fondamentale dans la pensée militaire japonaise. Le code Bushido, mettant l'accent sur la force spirituelle et la prouesse guerrière individuelle, se révéla inadéquat face à la guerre industrielle américaine. De plus jeunes officiers japonais commencèrent à remettre en question toute la base de la doctrine militaire japonaise. Cette transformation culturelle s'étendit au-delà du militaire. Les pilotes japonais revenant du combat, ces rares qui survécurent, apportèrent des histoires de supériorité technologique américaine qui contredisaient des années de propagande sur la décadence occidentale et la supériorité spirituelle japonaise. La réalité économique. Le programme du P-38 représentait un investissement économique que le Japon ne pouvait égaler. Chaque P-38 coûtait approximativement 97 000 $ en 1944. Cher, mais l'Amérique les produisait par milliers. Le Japon lutterait pour produire en nombre significatif des avions coûtant une fraction de ce montant. L'aluminium requis pour un seul P-38 dépassait ce que de nombreuses usines aéronautiques japonaises recevaient en un mois en 1944. Les instruments de précision, les turbosurcompresseurs, les hélices à pas variables, chaque composant représentait des capacités industrielles que le Japon n'avait jamais développées. Le témoignage des pilotes. La preuve la plus puissante de l'impact du P-38 vient des témoignages des pilotes japonais. Ces hommes, entraînés à n'admettre jamais la faiblesse, reconnurent universellement la supériorité du Lightning dans les interviews d'après-guerre. Le lieutenant Saburo Sakai, le P-38 patrouillait au-dessus de l'altitude à laquelle le Zéro pouvait voler. Leur grande vitesse à haute altitude leur permettait de manœuvrer dans les positions les plus avantageuses. Puis,
Les gros chasseurs piquaient du ciel pour frapper les malheureux chasseurs zéro. L'humiliation ultime. Peut-être que la plus grande humiliation vint non pas des pertes au combat, mais des autres capacités du P-38. Les variantes de reconnaissance du P-38 obtinrent 90% de la photographie aérienne dans le théâtre du Pacifique. Les positions, mouvements et préparations japonais étaient constamment observés. Le même avion qui les dominait au combat cartographiait leurs défaites en détail. Les commandants japonais réalisèrent que leur chaque mouvement était surveillé, photographié, analysé. La variante de reconnaissance photo P-38F5, dépourvue d'armes mais conservant toute sa performance, pouvait photographier les installations japonaises en toute impunité. Les chasseurs japonais envoyés pour les intercepter ne pouvaient tout simplement pas atteindre leur altitude. L'héritage du choc. Le choc vécu par les pilotes japonais lors de la rencontre avec le P-38 s'étendit bien au-delà de la guerre. Il influença le développement de l'aviation japonaise d'après-guerre, la doctrine militaire, et même les attitudes culturelles envers la technologie versus la tradition. De nombreux pilotes japonais survivants devinrent des avocats du progrès technologique dans le Japon d'après-guerre. Ils avaient appris de première main que le courage sans la capacité était dénué de sens. Leurs expériences influencèrent l'embrassement par le Japon d'après-guerre de la technologie et du développement industriel. Saburo Sakai, qui devint un homme d'affaires prospère après la guerre, parla souvent des leçons apprises en affrontant le P-38. Le Lightning nous a appris que nous ne devons plus jamais prendre de retard technologique. Il nous a montré que la puissance industrielle et non l'esprit guerrier détermine la victoire dans la guerre moderne. La course à l'innovation technique. L'évolution du P-38 pendant la guerre démontra les avantages américains en innovation technique rapide. Les problèmes identifiés au combat étaient rapidement traités dans les nouveaux modèles de production. Les problèmes de compressibilité menèrent à des freins de piquet. Les cockpits froids menèrent à des systèmes de chauffage améliorés. Les plaintes sur le taux de roulis menèrent à des ailerons hydrauliquement assistés. Le développement d'avions japonais, contraint par des ressources limitées et une rigidité institutionnelle, ne pouvait égaler ce rythme d'amélioration. Le Zéro, qui combattait en 1945, était essentiellement le même avion qui avait attaqué Pearl Harbor avec des améliorations mineures. Le P-38I de 1945 était dramatiquement supérieur au P-38E de 1942. L'évaluation finale. Le général George Kenney, commandant des forces aériennes alliées dans le Pacifique Sud-Ouest, fut cité disant « Les pilotes de P-38 volant à grande hauteur choisissaient quand et où ils voulaient combattre avec des résultats désastreux pour les pilotes japonais. » Cette capacité à dicter les termes de l'engagement représentait une révolution dans le combat aérien que la doctrine militaire japonaise ne contrecarra jamais avec succès. Les statistiques sont accablantes. À la fin de la guerre, les deux plus grands as américains avaient abattu 78 avions japonais à eux deux, tous sur P-38. Le plus grand as japonais survivant avait 64 victoires accumulées sur 6 ans de guerre. Les mathématiques de l'attrition étaient insoutenables pour le Japon. Les implications plus larges. La domination du P-38 sur le Zéro représentait plus qu'une simple supériorité technologique. Elle démontrait des différences fondamentales dans l'approche de la guerre, la capacité industrielle, l'innovation, la culture et la pensée stratégique. Les Japonais s'étaient préparés pour une guerre courte et décisive où l'esprit guerrier surmonterait les désavantages matériels. Le P-38 représentait la préparation américaine pour une longue guerre industrielle où la technologie et la production s'avéreraient décisives. Le choc psychologique vécu par les pilotes japonais rencontrant le P-38 était en réalité le choc de rencontrer la modernité elle-même. Le Lightning représentait l'application systématique de la science, de l'ingénierie et de la gestion industrielle à la guerre. Face à cela, la tradition samouraï, aussi noble fût-elle, était impuissante. Le coût humain. Derrière les statistiques et les spécifications techniques se cachait une tragédie humaine. Des milliers de jeunes pilotes japonais, beaucoup avec moins de 100 heures de vol, étaient envoyés contre des P-38 dans des avions obsolètes. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance.
Leurs lettres à la maison découvertes après la guerre révèlent de jeunes hommes résignés à la mort. Un jeune pilote écrivit avant sa mission finale « Mère, je ferai face au diable à double queue demain. Je ne m'attends pas à revenir. Il vole plus haut et plus vite que nous ne pouvons l'imaginer. Je ferai mon devoir. Mais je sais que c'est sans espoir. » Il fut abattu par des P-38 au-dessus de Rabaul en mars 1944. Son histoire était l'une des milliers d'histoires similaires, de jeunes vies sacrifiées à un écart technologique que le courage ne pouvait combler. L'influence durable, l'impact du P-38 s'étendit au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Il influença le développement d'avions de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique développant tous deux des intercepteurs bimoteurs de haute altitude basés sur les leçons apprises du Lightning. Le concept d'utiliser la technologie pour créer un avantage écrasant devint central à la doctrine militaire américaine. Pour le Japon, l'expérience influença leurs forces d'autodéfense d'après-guerre à prioriser la qualité sur la quantité, la technologie avancée sur la mobilisation de masse. Le traumatisme de l'infériorité technologique laissa des marques durables sur la pensée militaire japonaise. Conclusion, la fin d'une ère. Le choc vécu par les pilotes japonais lorsqu'ils ne purent distancer ou surpasser en montée le P-38 Lightning marqua la fin d'une ère dans la guerre aérienne. L'âge du pilote guerrier individuel où la compétence personnelle et le courage déterminaient la victoire mourut dans les cieux du Pacifique. Il fut remplacé par la guerre de l'âge industriel où la technologie, la capacité de production et l'innovation systématique déterminaient les issues. La réflexion d'après-guerre de Saburo Sakai, selon laquelle le P-38 détruisit le moral du pilote de chasse zéro, captura l'essence de cette transformation. Ce n'était pas seulement que le P-38 était plus rapide ou montait mieux. Il représentait une façon de faire la guerre que le Japon ne pouvait égaler. Les pilotes japonais qui survécurent apprirent une dure leçon. Dans la guerre moderne, le courage sans la technologie n'est pas de l'héroïsme, mais de la futilité. Le P-38 Lightning n'abattit pas seulement des avions japonais. Il brisa une vision du monde entière sur la guerre, l'honneur et la puissance nationale. Leur choc fut le choc de découvrir que tout ce qu'ils croyaient sur le combat aérien était erroné. Le zéro, qui avait semblé invincible en 1941, était obsolète en 1943. Les pilotes qui pourraient-ils inaider qui sinon. Nés pendant des années au combat acrobatique, trouvèrent Pankrover leurs compétences inutiles contre un ennemi qui refusait d'engager le combat sur ces termes. En fin de compte, le diable à double queue qui hantait les cauchemars des pilotes japonais représentait plus qu'un simple avion de chasse supérieur. Il incarnait la puissance industrielle américaine, l'innovation technologique et l'approche systématique de la guerre qui définirait la seconde moitié du XXe siècle. Le dernier mot revient à Saburo Sakai, l'as de chasse le plus célèbre du Japon, qui survécut à la guerre et vécut pour réfléchir à ses leçons. Le P-38 nous a appris, la leçon la plus dure de toutes, que l'âge du samouraï était révolu. Dans les cieux du Pacifique, nous avons rencontré le futur et il nous a détruits. Le choc de cette rencontre résonne encore. Un rappel que, dans le creuset de la guerre, la technologie et la capacité industrielle triomphent finalement de la tradition et de la valeur individuelle. Les pilotes japonais, qui ne purent distancer ou surpasser en montée le P-38 Lightning, apprirent cette leçon au prix de leur vie, de leurs avions, et finalement des rêves de domination de leur empire. Ils avaient défié l'arsenal de la démocratie avec l'esprit du samouraï. Le P-38 Lightning fut la réponse de la démocratie, livré à 400 miles par heure, 644 km par heure, depuis 30 000 pieds, 9 100 mètres, avec une précision dévastatrice qu'aucune quantité de courage ne pouvait surmonter.